Bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la quatrième preview de la saison NFL 2023, dédiée cette fois à la NFC Nord, puisqu'avec Yaya et Seb, il y a eu la FC Nord mardi. Nous sommes donc maintenant repassés en NFC avec toujours mes deux acolytes. Yaya, salut Yaya, comment tu vas? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Content de te retrouver, mon ami Flav. Avec une bonne connexion internet normalement, ce qui est déjà bien. Et Seb, salut Seb. Salut Flav, salut Yaya, salut à tous les agents libres. Salut Et Seb. Et donc, on se retrouve pour la NFC Nord, une NFC Nord qui s'annonce particulièrement disputée. On rappelle que les champions en titre, ce sont les Minnesota Vikings, qui se sont imposés assez largement l'an dernier dans leur division. On va peut-être pas dire à la surprise générale, mais c'était quand même pas forcément attendu qu'ils gagnent avec autant d'aisance. Et cette année, les cartes semblent complètement redistribuées. C'est de l'avis de beaucoup la division qui sera la plus disputée, qui risque d'être la plus serrée. Est-ce que toi, Yaya, tu attends avec impatience cette division NFC Nord et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une division serrée et possiblement une surprise comme vainqueur de division? Comment te dire? Est-ce que je l'attends? Puisque tu as plusieurs questions. Non, Ah je oui. n'attends pas, je ne vais pas la suivre. Enfin, je ne vais pas la suivre. D'ailleurs, je ne ferai aucune preview qui parle de NFC Nord. Voilà. Même pas celle-là. D'ailleurs, je vous quitte tout de suite. Si, c'est juste que c'est pas une division qui me hype. Il n'y a pas forcément des équipes que je tiens forcément en haute estime, même quand elles performent. C'est des équipes que je regarde avec un œil neutre. Pour revenir à ton autre question, est-ce que ça va être la plus serrée? Je ne pense pas. Malheureusement, je pense qu'il y aura une certaine, certes, homogénéité, mais pas tant que ça, avec une équipe un peu décrochée et les trois autres. D'accord. Donc tu vois une équipe assez nettement se détacher. Tu nous diras en fin Oui, de se détacher podcast vers le bas. laquelle. Hein. Se Ah, ça détacher vers vers le le bas, bas, d'accord. Je croyais que tu ouais, envoyais une vers le haut. Se détacher. pas du tout. D'accord. Donc ça risque d'être serré pour le titre de division. Seb, toi aussi, tu vois une division assez serrée? Alors, je vais abonder dans le sens de Yannick sur un point en particulier. En effet, je pense que moi aussi, il y a une équipe qui sera décrochée vers le bas. Pour le reste, c'est quand même une poule dans laquelle il y a plusieurs rivalités. Je vais dire Green Bay Chicago, Green Bay Minnesota, etc. Euh, Elle sera compétitive. Est-ce qu'elle sera serrée? Peut-être. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Peut-être aussi, parce qu'il y a un club autour duquel la hype est forte en ce moment. Après, comme dirait l'autre, don't believe the hype. On verra une fois de plus. Je vais rester fidèle à moi-même. On verra sur pièce. La première équipe, comme d'habitude, on va faire cette preview en partant de l'ordre inverse du classement de la saison 2022 de cette NFC Nord. On commence donc avec les Bears de Chicago, honneur aux Bears, qui avaient le first choice normalement de cette draft NFL 2023, qui l'ont cédé aux Carolina Panthers et qui sont donc avec l'an dernier un record de 3 victoires, 14 défaites. Mais les Bears, mon cher Yaya, pourraient être une bonne surprise cette saison. Certains même disent que ça peut faire partie de ces équipes qui passent de la dernière à la première place. Alors, je parlais d'équipe décrochée. Moi, je pensais à eux tout de suite. Ça va être une saison très importante par rapport à leur projet. C'est savoir si est-ce que Justin Fields est un vrai quarterback ou est-ce que c'est un running back? C'est pour moi à cette question qu'il va falloir se poser la question. Donc, ils l'ont entouré, ils ont été chercher DJ Moore. Tu l'as dit avec le first pick, ils l'ont échangé contre Carolina. Est-ce que ça va suffire? Ils ont mis en place des choses pour l'entourer, pour lui donner des cibles. C'est une première chose. Donc, on va savoir cette année si c'est un vrai quarterback ou si c'est un running back. Et dans ce cas-là, il faudra adapter le cahier de jeu à terme. Mais pour moi, la vraie question n'est pas forcément l'attaque. C'est-à-dire que depuis le départ de Khalil Mack, clairement, on n'a plus de personnel pour aller chasser le quarterback adverse. Et la défense l'année dernière a été beaucoup plus problématique que l'attaque. Et cet été, il y a eu beaucoup de choses autour de l'attaque. Donc,
j'ai bien peur que, malheureusement, ça ne se règle pas du côté de Chicago. Et crois-moi, j'en suis fortement peiné, puisque c'est une franchise historique et qui mérite euh, beaucoup plus. Et malheureusement, ces dernières décennies ont été beaucoup de désillusions pour les fans des Bears. J'espère qu'ils vont dans la bonne direction. On va voir. Je reste malgré tout un peu mitigé et on va voir ce que donne Justin Fields, mais j'y crois pas beaucoup. Tu as parlé de la défense, on y reviendra dans quelques instants. Juste Bien un sûr. mot sur Justin Fields. On rappelle, l'an dernier, c'est 1143 yards à la course et 8 touchdowns au sol inscrits au niveau de la passe en saison régulière. C'est 60% de passes complétées, 2242 yards, 17 touchdowns et 11 interceptions lancées. Est-ce que pour toi, Seb, on l'a suffisamment bien entouré pour cette nouvelle saison et est-ce qu'il peut encore progresser dans cette année 3? Il y a quelque chose qui me semble clair du côté de Chicago, c'est qu'il y a un projet Justin Fields. Effectivement, ils sont allés chercher DJ Moore. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont drafté Darnell Wright au premier round pour leur offensive line, qu'ils ont signé Ned Davis. Bon, peut-être ils auraient peut-être besoin d'un coup de main du côté du blind side, parce que Braxton Jones, c'est peut-être un petit peu juste sur le poste de tackle, mais ils ont besoin que Justin Fields se développe en tant que passeur. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, le jeu aérien des Bears, c'est 130,5 yards par match. C'est 32e NFL. C'est familier. Et même pour Fields, 2200 yards, c'est quand même pas des chiffres qui affolent le compteur. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, on y reviendra plus tard. La défense, elle a l'air d'être un petit peu laissée pour compte. Je pense que pour la saison qui vient, l'axe de Chicago, c'est le développement de Justin Fields en tant que passeur. Il ne faut pas oublier également, est-ce que c'est un quarterback, est-ce que c'est un running back? Moi-même, j'ai posé la question il y a quelques temps. Fields, il a été saqué 55 fois la saison dernière. Donc, je pense que très souvent, il a couru pour sauver sa vie. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un point à prendre en compte dans son jeu. Cours, Justin, cours. Ouais, il y avait un petit peu de ça. Je vois l'idée. La défense, vous vouliez en parler, les amis. Alors parlons-en un petit peu. Il y a eu quand même deux ajouts, même trois sur les lignes, sur la ligne défensive. Je pense à Tremaine Edmonds, je pense à TJ Edwards. Je pense aussi à Yannick Ngakoue, dernièrement, qui a rejoint les Bears de Chicago. Euh, il y a quand même, à mon avis, et je vais te demander à toi, Yaya, même si tu as en partie répondu tout à l'heure, encore une faiblesse sur le pass rush. Bah, bien sûr, c'est un des gros soucis sur la saison, ça va être le pass rush. Et on sait toujours que c'est toujours l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui donne le plus de temps? Est-ce que c'est les cornerbacks qui doivent ralentir la passe du quarterback ou est-ce que c'est les défensives linemen? Donc moi j'ai peur que ce soit un peu léger encore cette année. Je pense que c'est pas non plus l'optique de Chicago de travailler sur la défense. Pourtant c'est une équipe, enfin c'est une franchise à tradition défensive et même largement. On se souvient de l'époque bénite pour eux des années 80 où Mike Ditka mettait beaucoup sur la défense. Bon, on va voir. Moi, j'ai peur que ce soit un peu opération porte ouverte du côté de Chicago. L'objectif n'est pas cette année, c'est peut-être même encore repartir sur un first pick, peut-être un candidat au first pick encore. Justement, c'était ma question suivante. Seb, est-ce que tu penses que le projet, tu as parlé à juste titre du projet de Justin Fields tout à l'heure, est-ce que le projet de Chicago, ce serait pas de construire cette attaque autour de Justin Fields pendant un an ou deux, et derrière d'assurer une nouvelle empreinte défensive vraiment sérieuse. On se rappelle l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, Yaya, du live qu'on avait fait au moment de la trade deadline où on avait vu les Bears balancer leur défense quasiment, et on s'était dit mais qu'est-ce Oui. qu'ils font, mais à quoi ils jouent.
Et est-ce que le projet, c'est pas de reconstruire sur l'année ou les 2 ans à venir une nouvelle défense pour essayer d'avoir une équipe vraiment homogène et qui peut jouer quelque chose dans 2, 3 saisons? Pris dans ce sens, ça, du coup, ça ferait sens, effectivement. Mais ça va demander du temps. Et en sport pro, le temps, c'est pas forcément ce dont on dispose le plus. Il faut quand même rappeler que la défense, alors voilà, Yannick nous parlait la tradition glorieuse de la défense de Chicago. La défense, l'année dernière, je suis désolé, c'était une poubelle en feu, le truc. Dernière en scoring, dernière en third down defense, dernière en yards concédés par la passe. Leur meilleur sacker, c'est Jaquan Brisker avec 4 sacs. Jaquan Brisker, il est safety. Il est safety, ouais. C'est le Donc, safety. quel club, mais dans quel club ton meilleur sacker, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 20 sacs au total, hein, les Bears sur la saison, quelque chose que c'est. Ouais, c'est bien ça. 20 sacs au total, 24,4% de pressure. Alors, le projet, certes, c'est peut-être pas de reconstruire la défense tout de suite, mais il leur faut un rusher. Il faut qu'ils trouvent un rusher avant la week 1, parce qu'effectivement, ça va être opération portes ouvertes. Alors, ils ont quand même fait une belle opération, comme tu le disais, Flav, avec l'ajout de TJ Edwards et de Tremaine Edmonds. Ça va donner plus de vitesse, ça va donner un peu plus de capacité à forcer le jeu. Mais après, sur la D-line, ils ont signé Rashin Green. Rashin Green, en 5 ans, c'est 17 sacs. De Marcus Walker, en 6 ans, c'est 19 sacs et demi. C'est pas exactement des joueurs, avec tout le respect que je leur dois, qui vont faire bouger l'aiguille sur la défense de Chicago. Donc effectivement, la reconstruire cette défense sur un projet de 2 ans, ça ferait sens. Est-ce qu'on leur en laissera le temps? Moi, il y a juste une chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a un certain ajout, c'est Yannick Ngakoue qui a un très beau prénom. C'est tout, c'était juste pour nous dire ça. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok. Donc, Je croyais que tu allais nous parler d'Yannick Ngakoue, parce qu'on sait l'amour que tu as pour l'école, notamment. Donc, comme il y a joué, on s'est dit que il allais a nous joué un en peu parler. partout, il a un peu navigué ces dernières années. Ça veut dire que depuis qu'il est parti des Jaguars, il a un peu navigué. Il a été un petit coup aux Raiders, un petit coup aux Vikings, là les Colts. C'était un très très bon rusher. L'âge arrivant, c'est un petit peu moins le cas. Et voilà, mais malgré tout, pour une équipe en reconstruction avec un contrat d'1 an, ça peut être pas mal. Et, je pense qu'il a. Pour lui aussi, c'est important de se relancer dans une équipe comme ça. Il va pouvoir apporter un peu de leadership également dans le vestiaire. Donc, allez, on va donner le bénéfice du doute. Et malgré ma petite plaisanterie, on va dire que ça va être plutôt un bon ajout. Et juste une chose, dans la ligue, il n'y a pas de Flavienne ni de Sébastien. Non, tout à fait. On passe aux Packers de Green Bay, les Packers qui ont été pendant longtemps l'équipe dominatrice de cette NFC Nord et qui vont avoir cette saison, une saison qui s'annonce normalement un peu plus compliquée, déjà par la perte de leur quarterback Aaron Rodgers parti du côté des Jets. Alors, notre ami Jenkins, lineman offensif des Packers, a dit gagner la division est toujours notre standard. Nous serons là pour une nouvelle fois remporter la NFC Nord cette année. Yaya, est-ce que tu donnes une chance aux Packers pour cette année? Oui, clairement oui. Et je vais juste te dire pourquoi. En attaque, Bakhtiari est toujours là. D'ailleurs, il a fait des déclarations dithyrambiques sur Love. Sur Jordan Love. Oui. Qui, s'il était mis en couveuse, c'est pas pour rien. S'ils ont laissé partir Aaron Rodgers, c'est pas pour rien. Il avait déjà fait, il y a quelques années, en laissant partir Brett Favre, déjà aux Jets. Et donc, je pense que c'est un peu réfléchi. Ils ont gardé leur comité de running back. Alors certes, il prend 1 an, mais pourquoi pas le garder. Musgrave arrive en tant que rookie. On en avait parlé avec nos amis du Trick Play que c'était peut-être le meilleur tight end de la QV. Donc pourquoi pas.
je pense que cette année, on ne les attend pas et c'est là où Green Bay va être le plus compliqué à jouer. Donc, ça ne m'étonnerait pas, avec la tradition qu'il y a, qu'il nous fasse un coup cette année. Et Matt Lafleur, on va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre en tant que coach avec. Ou est-ce que Matt Lafleur était un vrai coach ou est-ce que c'est Aaron Rodgers qui faisait en sorte de tenir l'équipe? On va savoir ça. Et après, je laisse la parole et puis on parlera un peu de la défense par la suite. Ouais. Juste un petit mot sur Jordan Love qui est effectivement, si on prend les infos du camp d'entraînement, on a des très bons retours. Après, on sait toujours que les camps d'entraînement, il y a des joueurs qui peuvent faire paraître des infos pour dire aux fans, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Bon, faut toujours prendre avec des pincettes et comme dirait un cher collaborateur que je connais très bien, on va juger sur pièce. Mais il n'en reste pas moins que Jordan Love maintenant a les clés de la franchise. Est-ce que, Seb, tu penses qu'il peut, malgré son inexpérience, parce qu'on rappelle qu'il a joué très peu de matchs en NFL, est-ce que tu penses qu'il peut emmener cette équipe de Green Bay au moins pour contester le titre de division? C'est une possibilité. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que Jordan Love, il y a quelque chose qu'il n'a pas sur les épaules, contrairement à son prédécesseur des années précédentes, c'est de se dire c'est le Super Bowl ou rien. Je pense que cette année, ce n'est pas, du moins cette année pour la saison qui vient, c'est pas ce qu'on attend des Packers et c'est pas ce qu'on attend de lui. On ne l'attend pas, on ne s'attend pas à ce qu'il amène l'équipe en finale. Autour de lui, sur les skills players, il a un casting qui est jeune. Voilà, les Musgrave, Watson, Tucker Kraft, etc. Tout ça, c'est entre 22 et 24 ans. Il a toujours ces deux running backs, Aaron Jones et AJ Dillon, Quadzilla, qui sont là. Donc, il n'arrive pas tout seul. Il n'arrive pas aux commandes lâchées dans la nature. Effectivement, son talon d'Achille, ça peut être son inexpérience. Après, dans d'autres clubs, plus à l'ouest du pays, la saison dernière, on a vu des joueurs sans aucune expérience sortir du banc en troisième quarterback et conduire une franchise prestigieuse quasiment au sommet de la ligue. Donc, On en a vu, on en a vu. on a vu, voilà. Je vais pas donner de nom. Ils étaient pas first round, hein. On rappelle que Jordan Love, c'est quand même un premier tour hein, de draft en 2020. Hein. Oui. Donc voilà, en revanche, il a cette pression-là. C'était le début de la fin avec, excuse-moi Seb, c'était le début de la fin avec Aaron Rodgers, qu'il a très mal vécu d'ailleurs. Oui, exact. C'était même un message envoyé hein, à l'époque, très clairement. Hein. Oui. Un message envoyé de drafter un QB au premier tour. Donc, oui, il a cette pression d'être un QB de premier tour. Mais il y a une chance. Ils peuvent contester la division, avoir, peut-être même se qualifier en playoff sans pour autant remporter la division si les choses se goupillent bien. Oui, parce qu'on n'attend pas forcément une conférence NFC aussi forte entre guillemets que l'AFC cette année. Donc possiblement il y aura une place à prendre même avec un bilan qui sera pas forcément faramineux. Euh, Juste si jamais Jordan Love, on va partir dans l'hypothèse qu'il n'arrive pas forcément à produire 35 points par match, ce qui ne semble pas délirant. Euh, Est-ce que s'il a du mal à faire avancer son attaque, est-ce que tu penses, Yaya, qu'ils ont les armes défensives, les Packers, pour gagner quand même des matchs avec des très petits scores, mais s'appuyer sur leur défense pour faire suffisamment et permettre à Jordan Love de garder toujours une chance de remporter le match? Mais c'est ça qui va être un petit peu le problème pour moi. Alors, on va voir ce que va donner Van Ness. Lucas Van Ness, c'est lui qui a un petit peu la clé par rapport à ça. Est-ce qu'il va pouvoir combler un petit peu ce qui manquait l'année dernière? L'année dernière, c'est beaucoup la défense qui a perturbé aussi. Le renouvellement, on va voir, on va voir. Jair Alexander est toujours là. On va voir ce qui mérite vraiment la hype qu'il a autour de lui. Après, pour le reste, malheureusement, on va juger sur pièce également. C'est plus pour moi l'inconnu est plus par rapport à la défense que l'attaque, parce que l'attaque, effectivement, on change le quarterback, ce qui est pas anodin en NFL.
Mais quand tu as une défense qui te prend pas de points, en NFL, tu arriveras toujours à marquer des points. Donc, C'est même question, est-ce que tu as confiance en cette défense pour limiter les scores? Parce que bon, on a quand même peu de probabilité de voir Jordan Love pouvoir remonter 40 points tous les week-ends. Alors, cette défense, elle est talentueuse. Il y a l'arrivée de Lucas Van Ness, Kenny Clark, Devondre Campbell. Il y a un cornerback all pro également avec Riley Alexander. Mais ça encaisse quand même 21,8 points par match. C'est beaucoup. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui manque, c'est Rashan Gary. Parce que c'est à partir du moment où il se blesse que les performances en défense, elles chutent drastiquement. Ils avaient un pressure rate de quasiment 40% avant sa blessure. À partir du moment où il est plus là, ça tombe en dessous de 30%. Donc, quand tu n'arrives plus à mettre une pression sur le quarterback, ça devient difficile de défendre efficacement. Ce qui manque à ce groupe, en fait, il y a du talent, mais ça manque de constance. Donc, est-ce que c'est un souci de coaching? Est-ce que c'est un souci de personnel? Je pense qu'il va y avoir un management des ressources intelligent à jouer de leur côté pour avoir une défense qui puisse au moins limiter les dégâts. et surtout, ce qui va manquer, c'est de la défense contre la course. Et c'est ça qui va être primordial, limiter la défense à la course, surtout quand on sait que, effectivement, tu joues 2 fois les Bears. Si tu bloques le jeu de course des Bears, tu les forces à lancer la balle, tu as peut-être déjà un peu gagné le match. De là où on part pour les Bears, oui, ça fait sens. Tout à fait. On passe aux Lions de Détroit qui sont à cette heure les favoris des bookmakers pour remporter la NFC Nord. Ils ont fini deuxième l'an dernier avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites. Leur dernier titre de division, Yaya va nous le rappeler, c'était en 1993. Ça fait donc Barry maintenant 30 Sanders, ans. c'était là. Ça fait donc maintenant 30 ans que les Lions n'ont pas gagné. Pourtant, on a l'impression qu'une vraie hype se développe autour de l'équipe de Dan Campbell cette année. On a une équipe qui, l'an dernier, était très forte offensivement, cinquième en nombre de points inscrits notamment. Yaya, pour toi, quelle est la force principale de cette équipe des Lions cette année? Bonne question, votre honneur. Alors, moi, je vais être cash. Je ne crois pas du tout dans cette équipe. Pour une raison très simple. Alors, attends une seconde. C'est le moment où tout le monde enregistre. Alors, mettez vos dictaphones. Répète ce que tu viens de dire. Je ne crois pas du tout en Détroit. Voilà. Alors, on salue Benjamin Bernard, qui a enregistré cette conversation et qui a le droit d'envoyer toute son affection à Yaya sur les réseaux sociaux. On salue tous ceux qui sont fans des Lions et qui nous écoutent. Et croyez bien que si jamais les Lions sont champions de division, nous ressortirons le podcast à ce moment-là, c'est évident. Bien sûr, mais c'est à contre-cœur. C'est une équipe, effectivement, à la hype, effectivement, parce qu'ils ils gagnent jamais. C'est un petit peu le loser magnifique qui arrive toujours à avoir un moyen pour louper ce qu'il doit faire. Ils sont capables de gagner un match pour ne pas avoir le first pick. Tu vois, c'est ce genre de Les franchise. Texans aussi. Oui, mais ça, c'est voulu. Le coach savait qu'il n'était plus là l'année prochaine. Il avait intérêt à se montrer. Mais je ne crois pas du tout dans Dan Campbell. Je pense que c'est très bien pour le show, c'est très bien pour Hard Knocks. Ok, c'est super. Malheureusement, je pense que il va manquer quelque chose du côté de Détroit. J'ai envie de dire, ils trouveront toujours un moyen de se louper. C'est ça en fait. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment de dire ça. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, ils avaient 2 running backs qui étaient très performants l'année dernière, qui ont fait beaucoup de mal aux adversaires, mais ils ne sont pas là tous les deux. Ils ont changé leur paire de running back. Donc, pourquoi faire ça? Après, derrière, en milieu de saison, ils trade leur tight end qui était très performant, qui leur faisait beaucoup de bien à l'ennemi de division.
C'est plein de décisions qu'on ne comprend pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, et pour moi, c'est vrai qu'ils ont une grosse escouade offensive. On va voir ce que ça va donner cette année. Malgré tout, je reste mitigé par rapport à ça. Et bon, pour l'instant, Amon-Ra St. Brown est blessé. On va voir ce que ça. Ou Ouais. Questionable au moins. On va voir s'il sera là pendant la saison. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'il gagne, mais je ne crois pas du tout dans ça. C'était ma question pour Seb. On a une équipe offensivement donc qui marchait très très bien l'an dernier. On a eu 2 saisons en fait l'an dernier des Lions. On a eu un début de saison catastrophique avec une victoire, 6 défaites, une deuxième partie très réussie avec 8 victoires et 2 défaites. Mais cette attaque, même quand la défense prenait l'eau en début de saison, a toujours été plutôt constante et plutôt performante. Euh, Yaya l'a dit, les 2 running backs sont partis, notamment Jamal Williams, parti du côté des Saints. Il a été remplacé par Jahmyr Gibbs, drafté. Il a été remplacé par David Montgomery aussi, qui vient de Chicago. Amon-Ra St. Brown est questionable. Jameson Williams est non seulement blessé, mais il sera en plus suspendu pour 6 rencontres. Est-ce qu'avec tout ça, on peut avoir une équipe de Détroit qui reste performante offensivement? C'est la question, une des questions pour Détroit pour la saison prochaine. Est-ce qu'ils peuvent conserver le standard qu'ils ont établi la saison dernière en attaque? On a quand même assisté à une sorte de résurrection de Jared Goff qui se retrouve à la tête d'une attaque qui est top 5 pour le scoring. Plus de 26 points par match, 29 touchdowns, 7 interceptions. 324 passes consécutives sans interception, moi j'appelle ça une machine bien huilée. Après, effectivement, plein de questions se posent avec les faits que tu as rappelés, Flav, blessure et suspension, et puis le changement de la perte de running back. C'est pour ça que, comme je le disais en début d'émission, il y a une équipe autour de laquelle il y a beaucoup de hype, c'est Détroit. Est-ce qu'elle est justifiée? Pas sûr. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'éléments qui ont changé, peut-être beaucoup trop d'éléments qui ont changé pour qu'on puisse se faire une idée maintenant, tout de suite, de l'efficacité réelle de cette attaque. Après, effectivement, leur défense, elle n'a pas été étrangère au début de saison catastrophique, mais il faut garder à l'esprit qu'elle a su step up, elle a su se ressaisir au moment où il fallait, et elle n'a pas été étrangère à leur succès en deuxième partie de saison. Tout à fait. Elle n'a pas été étrangère à leur succès de deuxième partie de saison. Elle s'est encore, semble-t-il, améliorée pendant cette intersaison, Yaya, parce qu'il y a quand même eu un investissement qui a été fait, que ce soit au niveau de la draft, avec Jack Campbell, qui est pas là pour faire de la boisson, hein, mais qui sera sur la ligne. Brian Branch aussi, qui sera lui dans le backfield défensif. On a eu les recrutements pendant l'intersaison d'Emmanuel Mosley, de CJ Gardner-Johnson, de Cameron Sutton. Bref, il y a quand même eu un vrai travail fait sur cette défense de Détroit pour qu'elle arrive au niveau de l'attaque et donner une véritable chance aux Lions d'arriver en post-saison en 2023. Tout à fait. De toute façon, on sait très bien que c'est malgré une ligue qui est beaucoup tournée vers la passe et l'attaque, on sait que pour gagner des championnats, il faut de la défense. Donc effectivement, c'est ce qui pêchait depuis très longtemps. Quand ils ont voulu l'année dernière, et ils ont défendu. Aidan Hutchinson va être encore une fois très scruté parce qu'il a fait une très bonne saison de rookie. On va voir comment ça va se passer, mais effectivement, il faut que les investissements payent cette année et il faut justement, comme on l'a dit, avec une attaque qui va peut-être être un peu moins flamboyante, entre guillemets, faire passer l'attaque avec une meilleure position sur le terrain. Et ça passe par beaucoup de stops défensifs. Euh, donc, c'est ça qui va être le plus scruté, j'ai envie de dire, du côté de Détroit. Donc, du coup, c'est là-dessus qu'on attend de voir si Dan Campbell va être capable de gérer et changer un peu son coaching et de faire step up la défense. Pour moi, c'est ça qui va être le primordial du côté de Détroit. Et ça reste quand même, malgré tout, mon point d'interrogation. Quelque chose à ajouter, Seb, sur la défense des Lions?
Je pense vraiment que leurs investissements dans la free agency en valent vraiment la peine. C'est pas de l'argent fichu par la fenêtre. Moi, je pense que le talon d'Achille de cette défense, il se passe dans le secondary, au niveau des linebackers, et qui vont avoir besoin que le secondary tienne le coup pour offrir des possibilités à un pass rush qui avait énormément progressé lors de leur deuxième partie de saison. Après, il ne faut pas oublier que malgré leur step-up très spectaculaire en courte saison, à peu près à mi-parcours, si ma mémoire est bonne, c'est tout Après de la même une week défense. 7. Voilà, exactement, vers la week 7. C'est tout de même une défense qui a fini 32e en total defense. Donc, attention, c'est peut-être un géant au pied d'argile. On sera fixé s'ils peuvent débuter la saison sur le même niveau de jeu sur lequel ils ont fini la saison précédente. On C'était une passe. équipe Oui. excuse-moi, Flav, Non, vas-y. excuse-moi avant. C'était une équipe qui marquait plus de points que son adversaire. Voilà, C'est une tout équipe à qui fait. marquait plus de points que son adversaire. On se rappelle d'ailleurs de ce magnifique match, je ne sais pas si vous vous souvenez du match contre Seattle. C'était en tout début de saison qui avait fini sur un score incroyable où les deux défenses étaient complètement à la ramasse. Ah oui, c'était de l'arena football. C'était splendide. C'était splendide. C'était de l'arena football. On passe aux Vikings. Les Vikings du Minnesota, champions en titre, 13 victoires, 4 défaites l'an dernier. Beaucoup de victoires. Je ne sais pas si l'un de vous va le rappeler. Un petit peu capillotracté, si j'ose dire, sur le fil, pour prendre une chose que tout le monde connaît. Les Vikings du Minnesota qui se présentent donc cette saison dans la peau du champion en titre, avec toujours Kirk Cousins, avec toujours Justin Jefferson comme playmaker numéro 1, avec donc TJ Hawkinson qui est arrivé en cours de saison dernière, Jordan Addison qui est arrivé pendant la draft. Est-ce que cette équipe de Minnesota peut faire le doublé, Yaya? Est-ce qu'ils peuvent? Oui, de toute façon, à l'heure où on parle, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. C'est avec la deuxième saison. Dalvin Cook dehors. On donne les ballons dans l'attaque, en attaque au sol à Mattison. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'ensemble de l'attaque sur ses épaules? Ça va être une vraie question parce qu'il va falloir soulager un petit peu le jeu offensif. Alors, effectivement, il va y avoir des brèches parce que tu as rappelé les receveurs qu'il va y avoir. Tu rajoutes pas Ozzy, mais KJ Osborne. Ben, du coup, ça fait encore plus de menaces. Il risque d'y avoir de la menace un peu partout. Tu l'as rappelé l'année dernière, ils ont gagné par moins d'une possession la plupart de leurs matchs. Ils ont pris, on va dire, ce qui est une sacrée douche froide au premier tour de playoff Rappel contre qui? contre les Giants. Voilà. Voilà. On l'a C'est bien vu dans juste la pour lui série faire quarterback. plaisir. C'est pour lui faire plaisir. Mais je pense que c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de marge. Et je pense que même eux étaient surpris de leur niveau et de leur classement. Ils n'étaient pas programmés pour ça, c'était une année 1. Donc, avec un nouveau coach, O'Donnell, ils ont été un peu, comment dire, ils ont gagné grâce au talent de Kirk Cousins. Alors, on va se mettre d'accord, Kirk Cousins, et quarterback l'a bien montré, c'est pas le plus talentueux des quarterbacks, mais c'est un tel professionnel que c'est obligé qu'il y ait des résultats. Mais il ne va pas te donner ce petit supplément de te faire passer d'une équipe de moyenne, bonne, à excellente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et Oui, vas-y. Et du coup, je pense que ça va être un petit peu, c'est ce qui va un peu leur manquer. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais pour lui, Kirk Cousins, qu'il passe ce step. Et on a appris dans la série quarterback qu'il n'aimait pas qu'on dise qu'il n'était pas un bon quarterback pendant les matchs de prime time. Donc c'est promis, pendant toute la saison, je ne parlerai pas des matchs de prime time de Kirk Je Cousins. m'en chargerai. Voilà, c'est bah, si tu veux, mais je te laisserai après son adresse. Il viendra te rendre visite en même temps que Benjamin Bernard. Euh,
On continue toujours avec cette attaque. Seb, une attaque qui a quand même perdu Dalvin Cook, donc en tant que running back, qui a perdu aussi Adam Thielen. Alors, on peut dire qu'il était moins performant ces derniers temps et tout. Il n'en reste pas moins qu'il n'est quand même pas là. Est-ce que ces deux joueurs qui étaient quand même présents dans la franchise depuis un petit moment, est-ce que ça peut impacter cette attaque des Vikings? Alors, on va commencer par un petit truc amusant. Le saviez-tu? Nos amis les Vikings, tu parlais de victoire serrée, sont la seule équipe de l'histoire à plus de 12 victoires avec une différentielle de points négative sur la Eh ben, je saison. l'ignorais. Je Ils ont l'ignorais. fini avec moins 3 points. Moins 3 points, donc c'est dire à quel point c'était serré. Et il ne faut pas oublier que les défaites, elles ont été spectaculaires parce qu'elles ont été toutes de plus de 10 points. Pour revenir aux deux cas qui nous intéressaient, alors je pense que dans le terme de volume de jeu, la perte de Dalvin Cook est la plus dramatique. Mais Adam Thielen, c'était quand même un cadre. C'était, même si en termes de rendement, c'était plus que c'était, il avait encore une présence qui était importante dans le huddle et sur la touche. Et c'est peut-être compliqué de perdre une telle personnalité qui a donné beaucoup pour ce club. En ce qui concerne Alexander Mattison, alors il faut savoir, j'ai découvert il y a quand même une petite hype autour de Mattison. Quand il a eu à remplacer Dalvin Cook, il a fait le job. Et beaucoup d'observateurs s'attendent à ce qu'il occupe le volume de jeu qu'il va maintenant avoir de façon semblable à Dalvin Cook. Une fois de plus, à voir, mais c'est ce qui est attendu. Mais voilà, ça reste quand même la perte de deux joueurs très très importants, deux joueurs piliers. Alors, les Vikings, ils ne sont pas démunis en attaque comme on l'a vu. Ils ont, à mon avis, le playmaker actuel avec Justin Jefferson. Il y a le tight end TJ Hawkinson dont on attend beaucoup cette saison. On attend qu'il ait vraiment une breakout year. Je pense que c'est plutôt en termes d'équilibre du groupe que la perte d'Adam Thielen pourrait se faire ressentir. En revanche, si l'attaque a été plutôt bonne l'an dernier, la défense, ça a été très 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 compliqué, notamment la défense aérienne, qui a été en grosse difficulté. Ils ont fait des changements, vous allez peut-être en parler de Oui. joueurs, mais il y a surtout un coach qui est arrivé, un coordinateur défensif, Brian Flores, qui, après avoir eu une expérience de head coach, revient du côté de ses amours de coordination défensive. Est-ce que la science de Brian Flores et les ajouts des nouveaux joueurs peuvent faire passer cette défense dans une autre dimension? Yaya. On leur souhaite, et j'ai envie de te dire, ça va du côté patriote, on va surtout souhaiter que dans cette défense, Junior AO soit sur le terrain. Ce serait le premier. J'allais en parler à la fin. Je n'aurais pas oublié Junior. Je m'en doute, mais j'aime bien te couper l'herbe sous le pied. Oui, coupe-moi l'herbe. Mais oui, pour revenir à Brian Flores, c'est un top coach qui n'a jamais eu d'équipe sous la main de haut standing, puisqu'il a coaché Miami. C'était pas la plus grande époque de Miami. C'était un coach qui a toujours eu une vocation défensive, donc il revient prendre un poste de défensif coordinateur. L'année dernière, il a été pressenti pour plein d'équipes. Il y a eu des histoires un petit peu particulières, on va dire. Je pense que oui, en tant que coordinateur défensif, je pense que oui, il peut apporter beaucoup à cette équipe. On va voir ce que ça va donner. Il faut leur souhaiter. Jordan Hicks est toujours là. On va voir si il peut y avoir un peu plus de playmaking autour et comment Brian Flores va pouvoir faire step up cette défense. Et on espère vraiment que notre Français soit sur le terrain. Ben oui, Flores, son ajout, évidemment, il est décisif et il a une mission, à mon humble avis, c'est d'améliorer le pass rush
Faut pas oublier que Flores, quand il coachait les Dolphins, c'était le point fort de ce club à ce moment-là. Il prend une défense qui finit dans le bottom 5 en scoring, en total defense, en passe et en yards par jeu alloué. Donc, il y a du boulot. Ils ont tout de même rajouté Marcus Davenport, justement pour amener des capacités de pass rusher. Ils ont rajouté Byron Murphy Jr. au poste de cornerback. Je pense qu'on va voir beaucoup de blitz et beaucoup de stunts sur la ligne défensive pour essayer alors j'allais dire de cacher la misère. C'est un peu fort comme terme, mais au moins de jouer sur les forces qu'ils pourraient déjà avoir et d'optimiser les faiblesses que pourrait avoir cette escouade. Mais j'ai peur que pour cette défense, ce soit une année 1, justement, et qu'il manque un petit peu trop de personnel, en particulier sur les postes de middle linebacker, de pass rusher et peut-être de corner. Donc, ça va être compliqué. Flores, c'est un excellent coordinateur défensif. Il va sans doute en tirer quelque chose. Néanmoins, je ne vois pas cette défense passer de worst to first cette saison. Donc, on peut Et avoir une bonne surprise. on rappelle donc, comme Yaya l'a fait, qu'on a la chance d'avoir possiblement un Français qui sera dans cet effectif des Vikings du Minnesota. C'est Junior Ao sur la ligne défensive. Alors, il est notamment derrière Marcus Davenport dans les depth charts, ce qui est pas rien, excusez du peu. Mais pour un poste de numéro 2 ou de numéro 3, c'est jouable. Si je dis pas de bêtises, il a une place garantie dans le practice squad, de par le fait qu'il vienne de la NFL internationale. Mais pour avoir sa place dans l'effectif, il faudra la gagner pendant les temps d'entraînement et pendant les matchs de pré-saison. Il a joué d'ailleurs pendant le match de pré-saison quelques snaps la semaine dernière. On attend évidemment de voir la bonne nouvelle qui serait de voir un nouveau Français jouer en NFL. Ce serait, je pense que là-dessus, Yaya comme ça, vous allez me rejoindre, une excellente nouvelle pour le foot américain, en France notamment. Oui, bien sûr. Et le classement, votre classement à tous les deux de cet NFC Nord, puisque nous arrivons à la fin de ce podcast, comme d'habitude, votre ordre du premier au quatrième, et éventuellement les équipes que vous voyez se qualifier en playoff pour celui qui ne sera pas champion. Yaya. En 1, Green Bay. En 2, Minnesota. En 3, Détroit. En 4, Chicago. Et je vois uniquement Green Bay en playoff. Seb. En 1, Vikings. En 2, Green Bay. En 3, les Lions. Possiblement très serré avec les Green Bay. Et en 4, Chicago. Décroché, comme je l'avais précisé en début de podcast. Et moi, je mets en 1 Vikings, en 2 Lions, en 3 Green Bay et en 4 Bears. Voilà. Donc, comme ça, on a tous un ordre différent. Ça. Et je mets les Lions et je mets les Lions en playoff. Voilà. Avec les Vikings. Voilà. Allez, c'est parti. Va pour les Lions. Vous m'en remettrez un petit peu, s'il vous plaît. Les amis, merci beaucoup pour ce podcast NFC Nord. On se retrouve en début de semaine prochaine, mardi prochain, pour parler de l'AFC West avec les champions en titre, les Chiefs de Kansas City notamment. Ce sera donc mardi prochain. Merci Yaya, merci Seb, et merci à tous de votre attention. On se retrouve très vite sur TFA. Salut, salut. Ciao. Merci, ciao.